chers élèves. Nous voici encore réunis pour une nouvelle séance concernant la spécialité ressources humaines. Cette deuxième séance portera sur la procédure de la GPEC ainsi que ses avantages et ses limites. Rappelez-vous, nous avons fait dans une première leçon qu'est-ce que la GPEC et quels étaient ses objectifs pour l'entreprise. Nous passerons donc à la deuxième séance qui portera sur la procédure, quelles sont les étapes qui sont à mettre en œuvre et quels sont les avantages qu'elle procure aussi bien pour l'entreprise que pour les salariés. La GPEC, c'est un ensemble de mesures et de procédures. Quelles sont ces procédures? On n'arrive pas comme ça à anticiper ou à prévoir. Quelles sont les différentes phases par lesquelles une entreprise doit passer? Première phase, on appelle ça la phase de diagnostic. Quelles sont les ressources dont je dispose actuellement? Les ressources humaines, bien sûr. De quoi est-ce que je dispose actuellement? C'est la première phase. Ensuite, la phase d'anticipation. Phase 2, les ressources futures. Généralement, la GPEC se fait à moyen terme, entre 3 ans et 5 ans. La phase 2. Une fois que j'ai diagnostiqué, il faut bien sûr que je me projette. Alors, dans la projection que je vais faire, généralement qui se fait entre 3 et 5 ans, on va mettre en place les ressources futures. Phase 3, bien sûr, il faut toujours calculer l'écart entre ce que j'ai prévu et ce que j'aurai réellement dans 5 ans. Suis-je arrivé au nombre que je voulais? Suis-je arrivé à avoir les compétences que je voulais? Me manque-t-il des compétences? Ai-je atteint mon objectif? Donc, je vais calculer ici les écarts en termes d'effectifs, mais aussi en termes de compétences. Et après, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un écart, il faut arriver à les corriger, à les ajuster. Donc, la procédure de la gestion prévisionnelle, simplifiée est de ces 4 phases-là. De quoi est-ce que je dispose actuellement? Qu'est-ce que je veux dans 5 ans? Suis-je arrivé à ce que je voulais avoir? Et je corrige. Voilà l'ensemble de mesures pour arriver à une gestion prévisionnelle bien maîtrisée. Chers élèves, si vous m'avez bien suivi jusqu'à présent, donc on parlait de la GPEC. Mais si vous êtes concentrés, vous verrez que au tableau, il y a la GPRH. Vous avez le droit de vous demander, mais on parle de GPEC ou de GPRH. Okay? Donc la gestion des emplois et des compétences, on l'a regroupée sous le terme générique des ressources humaines. Okay? Parce que de plus en plus, on utilise le mot ressources humaines pour parler de personnel ou de salariés. Lorsqu'on parlait de salariés, il fallait bien définir quel type d'emploi, quel type de compétences. Lorsqu'on parle ici de ressources humaines, le terme est beaucoup plus large, beaucoup plus parlant que les salariés. Donc, si vous voyez GPRH ou GPEC, c'est la même chose. Okay? Juste une parenthèse parce que on a changé l'appellation au tableau alors qu'on avait parlé de GPEC. C'est la même chose. Continuons. On a dit donc la première phase, il fallait faire un diagnostic. L'état des lieux, ici on a appelé ici l'état des lieux. Pourquoi? Pourquoi une entreprise va-t-elle faire l'état des lieux? Pourquoi on va faire une pyramide des âges par exemple? Ici on a un exemple. Ce n'est pas automatiquement pyramide des âges, on peut faire un tableau, effectif des hommes, effectif des femmes, la tranche d'âge, les emplois qu'il y a, et ainsi de suite. Donc là c'est un exemple. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Consiste à faire un état de lieu des compétences et des profils présents, service par service, de manière transversale, okay, de manière horizontale. Chaque service. Alors, qu'est-ce qui est disponible? On a dit l'effectif, l'âge, l'ancienneté, les qualifications, ou bien le genre, homme ou femme. Pourquoi? On peut faire des ajustements. Lorsqu'on fait une prévision, peut-être que dans 5 ans, j'aurai besoin de plus de femmes. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai besoin de plus de jeunes. Donc ici, la pyramide des âges aussi, elle fait ressortir ceux qui sont proches de la retraite.
les cinquantenaires, les soixantenaires, ceux qui sont proches de la retraite. Donc l'entreprise, si elle envisage de faire une réduction, elle pourra toucher les tranches d'âge qui sont déjà proches de la retraite et garder les compétences actuelles. Donc la pyramide des âges, en quelque sorte, c'est une image des ressources humaines à un instant donné. Donc c'est pour ça qu'on fait un état des lieux de quoi est-ce que je dispose pour pouvoir jouer sur les effectifs lors de ces prévisions. Alors, quelques outils d'analyse. Je vous ai dit, il n'y a pas que la pyramide des âges, il y a aussi plusieurs types de diagnostics. Les documents d'évaluation interne, okay, qui vous rappellent l'évolution professionnelle, là aussi, dans vos chapitres. Donc, le parcours, la carrière, ceux qui sont en fin de carrière, ceux qui ont besoin de promotion. Donc là aussi, ce sont des éléments sur lesquels l'entreprise pourra jouer. Social. Okay. Alors, ce sont des documents qui sont obligatoires, généralement, hein, la pyramide des âges, le tableau de bord social, sont des documents obligatoires pour toutes les entreprises de plus de 300 salariés. Les rémunérations, pour avoir donc une idée de la fourchette de salaire, les formations, enquête de climat social, donc le bien-être aussi. On ne parle pas que de compétences et de chiffres d'effectifs, mais aussi est-ce qu'on se sent bien dans l'entreprise, est-ce qu'on est en tant que personnel, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on est motivé, on a des bonnes conditions de travail. Donc tout ça, ce sont des outils d'analyse pour faire le diagnostic interne. Ensuite, évaluer les besoins et les risques. Donc ici, pourquoi? On se pose des questions, je suis en train de faire un diagnostic, je suis en train de me projeter, est-ce qu'il y a des risques? Donc, quels sont ces risques? Quelles sont les compétences dont la production aura besoin dans 5 ans? Quels sont les métiers qui vont disparaître? Quels sont les métiers qui vont émerger? Quels emplois risquent d'être obsolètes? Donc, ceux qui vont disparaître. Quels métiers vont connaître une évolution inévitable? Quel profil? Toutes ces questions doivent être donc posées avec les managers. On prévoit dans 5 ans, forcément dans 5 ans, il y aura des changements. Mais lesquels? Il faut les anticiper dès maintenant pour ne pas se retrouver devant le fait accompli. Par exemple, si on aura besoin plus tard de plus de personnel compétent en informatique et en logiciel spécialisé, il ne faut pas attendre 5 ans après pour se dire « Ah, mes salariés n'ont pas ces compétences-là ». Donc la prévision aussi, elle permet d'ajuster au niveau de la formation. Technologiquement, il y aura une avancée, il faut que mes salariés suivent cette avancée-là. Donc d'où des formations qui vont être proposées au fur et à mesure de ces 5 années. Donc on verra ça dans la politique d'ajustement. Après, on va élaborer une stratégie. Je vais prévoir ça. Donc une stratégie. Est-ce que je vais recruter? Est-ce que je vais former? Est-ce que je vais licencier? Est-ce que je vais proposer des départs à la retraite? Des départs à la pré-retraite? Et ainsi de suite. Quelles sont donc mes orientations? Et après, une fois que j'ai pensé, je vais déployer. Déployer veut dire mise en pratique, appliquer. Donc on va appliquer. Donc si je prévois des recrutements, des campagnes de recrutement, si je prévois une formation, un plan de formation. Nous avons vu ça dans le chapitre formation. Et ainsi de suite. Après la phase de correction. J'ai mis en place ce que j'avais en tête. Et on a dit tout à l'heure, est-ce que ce que j'ai mis en place est la même chose que ce que j'ai prévu? Donc ici, politique donc, de la GPEC doit faire l'objet d'un suivi et d'une actualisation constante. Voici donc un schéma qui va récapituler tout ce qu'on vient de dire. Donc on dit souvent qu'un schéma est beaucoup plus parlant que tout ce qu'on vient de dire, qui était quand même intéressant. Okay? Que nous dit ce schéma-là? Tout commence donc par la notion de veille. La veille, la surveillance de l'environnement, quel qu'il soit. Surveillance technologique, donc la veille technologique, la veille mercatique, ou une veille financière, ou d'autres veilles économiques. Il y a des veilles économiques, il y a la veille juridique. Donc, en quelque sorte, regardez ce qui se passe dans l'environnement. Avoir toutes les actualités
suivre les actualités. Ensuite, à côté, vous avez les activités. La nature de l'information, le volume de l'information et la localisation, la source de l'information. Okay? Veille, information. Oui, mais de quel type? La nature. Où est-ce que je vais trouver? Est-ce que ce sont des informations fiables? Ou encore le volume, la quantité d'informations. C'est-à-dire juste prendre les informations essentielles. À partir de là, l'entreprise élabore sa stratégie. La stratégie, bien sûr, en fonction de ce qu'elle a observé. Technologie, marché, productivité. En fonction de ce qu'elle a observé, elle a une hypothèse, elle a une idée. C'est de là que viennent les hypothèses. Qui va partir? Quelles sont les entrées, les recrutements dont j'ai besoin? Quelles sont les futures promotions? J'ai des hypothèses, j'ai déjà une idée. Évaluation des besoins. De quoi ai-je besoin? Évaluation des besoins. Ressources disponibles. De quoi est-ce que je dispose? Et l'écart entre ces deux-là. Entre ce que je veux avoir et ce que j'ai actuellement. Et à partir de là, lancer des plans d'action, promotion, recrutement, formation, licenciement, ainsi de suite. Donc la politique d'ajustement, de correction. Donc c'est un schéma qui regroupe tout. Comment est-ce que l'entreprise peut savoir qu'il y a des changements? En observant l'environnement. Une fois que j'ai observé l'environnement, j'ai une hypothèse. Donc l'hypothèse, c'est la prévision. De quoi est-ce que j'ai actuellement? Y aura-t-il un écart entre ce que j'ai et ce que je souhaite avoir? Si oui, quelles sont les actions à mener? Donc voilà en grosso modo le schéma de la GPS. Maintenant, chaque procédure qui est mise en place, bien sûr, a des intérêts et des limites. Donc quels sont ces intérêts et quelles sont les limites, aussi bien pour le personnel que pour l'organisation. Alors, plaçons-nous du côté de l'organisation. Pour l'entreprise, bien sûr, lorsque j'ai envie de faire une prévision, c'est pour la productivité, c'est pour la performance, mais c'est aussi pour élever le niveau de qualification de son personnel. Plus le personnel est qualifié, plus le travail est efficace. Pour le salarié, des politiques d'ajustement telles que la formation permet de renforcer l'employabilité. L'employabilité, c'est-à-dire sa capacité à garder son emploi. Lorsque on dit de quelqu'un ou on dit d'un métier que c'est un métier à forte employabilité, ça veut dire que c'est un métier où on peut trouver un travail. C'est ça l'employabilité. Vous êtes employable. On peut vous donner un emploi. Grâce à la somme de formation, d'expérience et de qualification que vous avez acquis. Reconnaître leur savoir-faire. Là, on est dans le cas de la promotion. Donc, lorsqu'on agit sur une promotion interne, on reconnaît le savoir-faire de la personne. Okay? Et enfin, tout à l'heure, on avait dit le climat social. Motivé à travers ces ajustements, à travers les politiques de formation, les politiques de promotion, on motive le salarié. Et quelles sont donc les limites? Qui dit prévision dit science inexacte. Lorsqu'on prévoit quelque chose, on n'est pas sûr de tomber exactement sur ce qu'on avait prévu. Donc il peut y avoir des difficultés de prévision, dues aussi à un manque d'information. Ou encore, des salariés qui sont réfractaires au changement, un personnel qui n'a pas envie de changer. Généralement, vous avez ce souci de résistance lorsque vous avez un personnel qui est âgé, lorsque la pyramide des âges montre une constante au niveau des 50, 40, 50 ans. Donc ils sont réfractaires au changement, ils ont travaillé toute leur vie de la façon, les inciter à mettre en place dans leur métier un logiciel, une technologie nouvelle, c'est difficile. Et le fait de mettre en œuvre peut prendre du temps. Difficile, mais pas inatteignable. On peut atteindre, mais ça prendra du temps. Donc voilà, aussi bien les limites pour l'entreprise que pour les personnels, le salarié. On vient d'arriver au terme de
notre notion du jour. La notion du jour qui était donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Récapitulons tout ce qu'on vient de voir. Première partie, l'entreprise dispose d'un effectif avec des compétences, ressources actuelles. L'environnement de l'entreprise est en constant changement. Deuxième. Troisième, l'entreprise ne peut pas, ou l'organisation ne peut pas continuer à produire sans tenir compte de son environnement. Elle est obligée de tenir compte de tout l'environnement qui l'entoure. On rappelle, environnement économique, juridique, social, mercatique, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle doit adapter son effectif au changement du marché. Nouvelles compétences, nouveaux emplois. Et enfin, quatrième partie, elle doit effectuer les ajustements nécessaires. Ajustements qui viennent de le marché m'oblige à avoir telle compétence et moi je dispose de telle compétence. Donc j'ai une prévision à faire. Cette prévision a-t-elle été réussie ou a-t-elle été un échec? Mon effectif est-il cohérent avec le changement? Mes compétences sont-elles cohérentes avec le changement? Si oui, ma gestion prévisionnelle a été une réussite. Sinon, soit j'ai des effectifs en plus, soit j'ai des effectifs qui me manquent. Donc comment faire ça? Il faudra donc corriger les écarts. Donc voilà, grosso modo, la notion de GPEC avec son ensemble de procédures. Chers élèves, nous voici au terme de cette deuxième séance qui portait sur les différentes phases de la GPEC ainsi que ses avantages et ses limites. J'espère que l'explication a été claire et je vous souhaite donc bon courage pour la suite.